tous. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient l'année dernière, mais c'est la 4e année qu'on organise cette journée sur l'économie, l'éthique et la santé. Donc voilà, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps parce qu'on est déjà 10h moins 20, on est déjà un peu en retard sur notre programme. Voilà, on vous souhaite la bienvenue à tous. On a conçu ce programme, peut-être que Robin, tu vas en dire un petit mot, ou peut-être qu'on a assez parlé déjà, avec beaucoup d'interventions, et des interventions assez courtes, et avec une place aussi pour les questions, donc n'hésitez pas aussi à intervenir. Je pense qu'on peut y aller. Sans plus tarder, du coup, on va écouter l'introduction de M. Ravelli, qui est un sociologue chargé de recherche au CNRS, et qui a publié un ouvrage qui s'appelle La stratégie de la bactérie, qui est une ethnographie au sein du milieu des industries pharmaceutiques. Très bien. Bien, bonjour à tous, et puis pour commencer, merci à Robin d'avoir organisé cette journée, de m'avoir proposé de dire quelques mots en introduction. Je trouve particulièrement intéressant d'aborder de façon croisée les enjeux éthiques, économiques et politiques du développement des médicaments, dans le sens où en général, on cherche à les penser de manière plutôt différente, en tout cas de façon médiatique, où la politique publique essaye de la penser comme une série de problèmes qui ne sont pas forcément liés ensemble. Or, l'idée de chaîne de médicaments, c'est vraiment une notion qui permet d'aborder ces différentes facettes-là d'une manière un peu conjointe. Alors, d'une manière générale, on a, c'est vrai, un pôle de questionnement éthique particulièrement fort ces dernières années, qui gravite autour de questions qui sont liées à la façon dont on fait la recherche. Les essais cliniques biaisés, les conflits d'intérêts qui sont souvent pensés en fait de façon individualisée, comme s'il s'agissait de dilemmes personnels, comme si c'était la faute morale d'un médecin, d'un fonctionnaire de l'AFSAPS isolé, ou de l'agence du médicament, ou d'un dirigeant isolé de laboratoire, et non de questions beaucoup plus structurelles, peut-être liées à l'organisation sociale de la recherche, dont notamment par le biais des essais cliniques, la charge de la preuve, de l'efficacité revient étonnamment au producteur et non à une institution indépendante, puisque c'est d'abord le laboratoire pharmaceutique qui fait les essais cliniques. Donc, si on aborde les choses de cette manière un peu plus générale et structurelle, on s'aperçoit que peut-être les conflits d'intérêts individuels, moraux, sont peut-être l'émanation de ce type de structuration plus profonde du monde de la recherche. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a une telle récurrence des scandales, avec un phénomène de montée en généralité, d'explosion médiatique devant les tribunaux, etc., d'un côté, et puis après un repli par le biais de la capture réglementaire, qui fait qu'on a l'impression, plutôt que d'avoir des scandales isolés, d'avoir plutôt une forme de mécanisme cyclique qui se répète depuis les années 50. Donc dans les années 50, il y a le scandale du Stalinon, 1957, de la thalidomide en 1962, donc ce sédatif et antinauséeux qui crée des malformations chez 12 000 fœtus, le Distilbène en 1977, donc pour ceux qui n'étaient pas là, ce qui est mon cas, c'est une hormone de synthèse qui a été retirée après 29 ans d'utilisation, le Prozac en 1994, la céribastatine en 2001, donc molécule contre le cholestérol qui provoque des problèmes de rhabdomyolyse, le Vioxx en 2004, donc un anti-inflammatoire qui cause des dizaines de milliers de décès, et puis le Mediator en 2010. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas une décennie sans qu'il y ait au moins un seul scandale, et là, évidemment, on en a oublié beaucoup, la liste pourrait être beaucoup plus importante. Donc on a un premier pôle qui est un pôle de questions éthiques, souvent dissocié du reste étonnamment, un autre pôle qui est celui des questions économiques, où là, en fait, ce qui apparaît, c'est d'abord le problème de la rentabilité exceptionnelle. C'est vrai que c'est étonnant qu'en 2009, donc au moment où les grandes entreprises françaises du CAC 40 enregistrent des pertes assez importantes de profitabilité par rapport aux années précédentes, les 14 plus importantes multinationales de l'industrie pharmaceutique déclarent des taux de profit, selon leur déclaration fiscale, entre 20 et 50%. Donc c'est vrai que si on compare avec d'autres secteurs, comme l'industrie automobile, on a des taux de profit qui sont plutôt systématiquement inférieurs à 10%. Ça va plutôt 5-7%. Déduit évidemment les frais de recherche et développement, parce que ça c'est un problème intéressant, c'est que souvent les profits sont justifiés par la recherche, or dans les déclarations fiscales, souvent les deux postes budgétaires sont distincts.
voilà, la question des prix, des délocalisations, la place de l'industrie, ça fait partie aussi de ces questions qu'on aborde souvent de manière purement économique. Et enfin, des questions plus politiques, la question du remboursement, de la place du coup du droit des brevets, du rôle des agences de régulation et des orientations de politique de santé publique un peu plus générales, c'est-à-dire est-ce qu'on pousse vraiment à la généralisation des génériques ou non. Bon. Donc cette façon en fait de représenter les choses où chaque segment aurait peut-être un pôle d'experts et il faudrait être ou bien économiste, ou bien médecin, ou bien politique, peut donner l'impression que chaque maillon de la chaîne est relativement indépendant et qu'on pourrait donc du coup les régler en agissant sur un des points du système de manière localisée, quoi. Or, évidemment, ces dimensions sont liées entre elles et c'est peut-être ça qui est intéressant de faire aujourd'hui, c'est de croiser ces approches-là. Par exemple, c'est vrai que c'est un choix politique de garantir des positions de monopole par les brevets. Donc voilà, une décision juridique amène à accepter un état de fait économique particulier. C'est un choix politique dans le sens où, comme le montre une série d'articles de Maurice Cassier, par exemple, sur le droit des brevets, le médicament a été exclu du droit des brevets en fait, de 1844 à 1959. Hein. Il faut attendre même 68 pour qu'il y ait un droit des brevets un peu plus conséquent. Et c'est pendant les années 50 et 60 qu'il y a eu ce boom de l'innovation, et notamment en matière d'antibiotiques, qui est moi le sujet qui m'a le plus intéressé, puisque j'ai fait cette ethnographie en travaillant à l'intérieur d'un grand groupe pharmaceutique, dans une usine, après au siège social commercial, et en allant dans les congrès médicaux. Voilà, en essayant de voir justement les différents maillons de la chaîne de la manière la plus concrète possible. Une autre manière de croiser les choses, c'est de se poser la question de la rentabilité à partir des impératifs moraux qui sont mis en avant. Il y a depuis maintenant une quinzaine d'années une façon de justifier les profits en disant les profits d'aujourd'hui sont les médicaments de demain. Donc ça, c'est un argument vraiment récurrent du LEM et qui en fait était simplement confiné à des domaines... les rapports avec les journalistes scientifiques, avec la communauté médicale, avec les chercheurs il y a quelques années, mais qui est devenu maintenant un enjeu important vis-à-vis du grand public pour l'industrie pharmaceutique. Un exemple, c'est la récente campagne de publicité auto-justificatrice qu'on a pu voir dans le métro récemment, qui est particulièrement étonnante. Donc des grands encarts publicitaires avec l'un d'entre eux, du coup, avec un titre « La maladie ne dort jamais, nous non plus ». Donc une façon de justifier finalement que ces bénéfices, ces surprofits ont un intérêt social et vont être réinjectés dans quelque chose qui soit utile pour la société. Où on voit un bâtiment moderne vu d'un pont plongé dans la nuit, dont une des fenêtres est allumée. Donc le chercheur en R&D poursuit son travail toute la nuit, etc. Et avec le hashtag sans répit en dessous et 7000 nouveaux médicaments en développement aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment une bataille médiatique étonnante. On n'imagine absolument pas Renault faire des publicités autojustificatrices de cet ordre-là. Il y a quelque chose de particulier en fait dans la façon dont l'industrie pharmaceutique décide de se montrer massivement. D'autant plus que quelques mois auparavant avait été lancée, puis censurée et annulée la campagne de Médecins du Monde sur un autre registre qui avait comme grandes affiches des titres comme « Une leucémie, c'est en moyenne 20 000% de marge brute ». Une autre, « Seul 1% des Français peut se permettre d'avoir une hépatite C ». Voilà. Et donc, le fait que les afficheurs n'aient pas donné suite en fait, à cette volonté de Médecins du Monde de faire savoir ce type de choses montre que malgré en fait, la mobilisation, la récurrence des scandales, la liste interminable en fait, de livres et de documentaires qui critiquent l'industrie pharmaceutique, malgré tout, le rapport de force reste quand même très favorable à l'industrie du médicament, même de façon médiatique. C'est ça quand même qui est tout le paradoxe, je trouve, de ce système-là. Autre point sur les façons dont on peut jongler en fait, entre les différents aspects, mais c'est que la santé ne peut pas être purement privée et que ses coûts doivent être socialisés. Donc il y a quelque chose dans la valeur d'usage spécifique du médicament qui n'est pas considéré comme étant commercialisable intégralement, un peu comme l'éducation d'une certaine façon.
Mais étonnamment, en fait, cette spécificité du médicament est un argument réversible. C'est ça qui est assez étonnant. À chaque fois, on peut, avec un même argument, on peut le retourner et lui faire dire autre chose. Un argument réversible dans le sens où on peut tout à fait considérer que cette spécificité-là mérite d'être justifiée, enfin, mérite une rémunération économique d'autant plus importante que c'est utile socialement. Et c'est bien ça qui se passe. On a à la fois un système de socialisation et de très haute rémunération. Ce qui est un petit peu paradoxal d'une certaine manière, et donc du coup on arrive avec ces problèmes de coûts de recherche très importants, mais peut-être pas aussi importants que les coûts, les prix du médicament. Le dernier exemple en date, c'est celui du Keytruda pour le cancer du poumon, hein, donc 6 000 € par mois pour 6 000 patients, ça revient à 432 millions d'euros à dépenser pour la collectivité. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez étonnant. D'une part, on accroche pour socialiser les coûts de production du médicament la valeur thérapeutique, hein, à un argument moral. Hein. Et d'autre part, quand il s'agit d'établir les prix, il y a un décrochage. Donc du coup, il y a un décrochage des coûts de production, ce qui fait qu'on est dans une espèce d'approche un petit peu contradictoire. Où le même argument peut servir pour deux façons de penser très différemment la société pharmaceutique. Donc, voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que l'approche de la chaîne du médicament, ça permet de lier d'une manière plus concrète ces différents aspects, en considérant que l'éthique, la médecine, l'économie politique et la morale sont en fait connectées. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est ce qui était dit dans le résumé de présentation de cette journée, c'est que, en fait, en l'un des points de la vie sociale du médicament peut se former comme un caillot, un noyau qui ne va pas apparaître comme étant problématique au moment où il se forme, mais qui, des années plus tard, va pouvoir se révéler comme étant dommageable. Et je pense que si on réussit à avoir, en fait, une manière de croiser différentes perspectives, on peut éviter en fait cette espèce de délai synaptique incroyable où en fait on aurait pu arriver à réguler les problèmes plutôt à la source. Voilà, alors quelques points quand même pour conclure avant s'il me reste quelques minutes de présenter. Je trouvais intéressant aussi sans connaître personnellement tous les intervenants, mais d'imaginer en fait comment est-ce que leurs interventions pourraient être intéressantes. Donc on a quand même face à une expression qui est celle de la chaîne du médicament, qui est intéressante pour toutes les raisons mentionnées, mais qui est un peu aussi trompeuse ou ambiguë parce qu'elle donne l'impression d'une structure linéaire, faisant passer de la molécule au principe actif, au comprimé, au marché via l'AMM, enfin à la consommation de masse, et que donc du coup voilà, on change un point en amont et ça, voilà, bon, et ça changerait l'aval. En fait, il s'agit plutôt de boucles, de segments intriqués, dont la logique, en fait, c'est ça qui rend les choses très compliquées, inverse souvent l'ordre chronologique, c'est-à-dire que il y a très souvent, dans ce qu'on appelle le marketing scientifique, pour reprendre l'expression d'un livre de Ulrike Thoms et Jean-Paul Gaudière, un livre collectif qui revient sur la naissance de ces croisements étonnants entre la publicité et la science. On a ce qu'on appelle une forme de marketing scientifique où en fait il faut penser le marché avant même de penser la recherche. Et donc du coup, évidemment, si toute la chaîne est orientée d'une certaine manière, il ne s'agit pas d'intervenir au milieu ou au deuxième tiers, etc. En fait, il s'agit de se poser la question bien en amont, en fait, et bien en avant de la façon dont on pense les questions de conflit d'intérêts, sur la politique de recherche qui préside, en fait, à ce qu'on juge utile ou non socialement. Voilà. L'idée d'une chaîne aussi, ça occulte l'idée de rapport de force. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on peut avoir une manière un peu technique de se représenter les choses. Or, je pense que les gens qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique, et moi pour avoir rencontré souvent des visiteurs médicaux, des médecins, il y a quand même une force de frappe commerciale qui est beaucoup plus importante, beaucoup plus organisée de la part des visiteurs médicaux et des laboratoires pharmaceutiques en général, que de la part des pouvoirs publics. Et donc il y a des expériences, du coup notre grand témoin reviendra sûrement là-dessus, sur les visites médicales organisées par l'assurance maladie, avec l'impression d'être dans un espèce de combat de David contre Goliath, mais qui est peut-être une piste intéressante. C'est vrai que l'idée d'une chaîne aussi, ça occulte l'idée de l'histoire. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important, c'est de mettre tout ça en perspective historique, c'est intéressant. Pas simplement, par exemple, sur la question des brevets qui n'existaient pas pendant plus d'un siècle, ce qui est quand même
quand même assez étonnant. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est quelque chose de complètement naturel, qu'il ne peut pas y avoir d'innovation sans brevet. Et un exemple que je trouve intéressant, c'est celui qui ne porte pas sur celui d'un médicament, c'est l'histoire sociale de l'héroïne faite par 3 chercheurs, Michel Kokoreff, Anne Coppel et Michel Peraldi, qui reviennent depuis les années 80 sur toutes les raisons politiques qui font qu'il y a eu une explosion de l'héroïne, que c'était une sorte de scandale caché, une catastrophe camouflée, hein, comme ils le disent. Et en fait, il faudrait pouvoir avoir cette longueur de temps, ce temps de la réflexion pour l'ensemble des médicaments, quoi. C'est-à-dire poser le médicament pas simplement comme un problème médical, mais un problème social, économique, ce qui pose la question notamment de l'extension de la démocratie sanitaire ou médicale à une forme de démocratie économique. On peut même se demander s'il n'y a de démocratie sanitaire ou médicale qu'en intégrant en réalité peut-être la question des coûts de production, voilà, et que l'économie ou la médecine économique ou l'économie médicale, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, a peut-être un intérêt à se développer en croisant ces 2 approches-là. Voilà, alors aujourd'hui, on est en 2018. L'année dernière, c'était le 30e anniversaire du livre Social Lives of Commodities, donc la vie sociale des marchandises, et le 15e de Social Lives of Medicine, un livre écrit par 2 anthropologues qui s'appellent Jacques van der Geest et Anita Ardon, qui essayent de penser les vies sociales des médicaments. Et on voit que dans ces 2 tentatives-là, ce qui manque, l'espèce d'angle mort, c'est celui de l'intérieur de l'industrie pharmaceutique. Par exemple, aujourd'hui, ça aurait semblé très difficile d'inviter quelqu'un de l'industrie pharmaceutique pour venir débattre de la façon dont les médicaments sont fabriqués. Je pense que c'est une question qu'on peut se poser, puisque du coup, une bonne partie des enjeux de prix, de risque, de conflits d'expertise, qui sont les 3-4 axes proposés aujourd'hui, sont peut-être liés aussi à la façon dont, en amont, les médicaments sont produits et qui reste quelque chose d'extrêmement abstrait, hein. On a beau... Enfin, moi, je sais que j'ai passé des années sur les lignes de production de médicaments, ensuite au siège social commercial, etc., dans les congrès médicaux, mais de fait... c'est un tel effort pour réussir à ouvrir cette boîte noire, même pour décomposer les coûts de production, hein, quelque chose de très intéressant. On parle beaucoup de transparence des essais cliniques, mais pourquoi il n'y aurait pas de transparence aussi de la façon dont on fabrique, hein, pour savoir quelle est la plus-value exacte, quels sont les coûts d'exploitation, les coûts les revenus en matières premières, etc. Tout ça pourrait être aussi considéré comme étant abordable, et ça faciliterait beaucoup le travail des chercheurs comme moi d'ailleurs. Voilà, alors très rapidement, juste en quelques minutes, si j'ai le temps juste de... Voilà, ce que je trouvais intéressant en voyant la liste des intervenants, j'ai trouvé vraiment l'idée de discuter de tout ça assez passionnant. Donc je crois qu'il y aura d'abord Étienne Nouguez, qui a l'air perdu dans le vague au fond de la salle, et qui du coup a écrit Médicaments à tout prix sur la sociologie des génériques en France. Et c'est vrai que dans l'idée de mettre tout ça en perspective historiquement, le passage de 19% de génériques en 99 à 80% en 2016, c'est vrai que c'est une modification profonde du secteur qui n'est plus dominé par le modèle du blockbuster, en tout cas pas dans tous les pays. Et peut-être on reviendra sur l'effet social, du coup, en amont, en aval de cette chaîne-là, sur les déstabilisations des hiérarchies médicales, notamment par la revalorisation du rôle du pharmacien, dont parle par exemple Étienne Nouguel dans son livre. Mais ce qui est étonnant, c'est que par ailleurs, et c'est peut-être que Patricia Marino, qui est économiste de la santé à l'Institut Paoli et Calmette, pourra revenir dessus, c'est que par ailleurs, il y a d'autres logiques qui ont l'air un peu contradictoires. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de thérapies innovantes, qui supposent des changements complets de paradigme, des effets de niche, qui reste quand même un aspect essentiel, un peu clé, et qui bouleverse en fait le système dans l'autre sens. Donc en fait, on a un effet quantitatif qui a l'air plutôt favorable au générique, donc à la disparition d'un modèle de monopole fondé sur la rente garantie par les brevets d'une part, et d'autre part un renforcement par des effets de niche, et donc des marges, des profits qui augmentent, même si les chiffres d'affaires diminuent, hein. Et je pense que ça, c'est une question importante, parce que du coup, on voit que en ciblant certaines catégories de population, par exemple dans le cas de l'hépatite C, se pose la question de ce que Patricia Marino appelle les avis d'efficience non opposables à l'intérieur de... Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on en fait à la HAS ou au CEPS
Donc je pense que Maurice-Pierre Planel pourra peut-être revenir sur cette question-là. Et donc en tant qu'ancien administrateur de la Commission des affaires sociales du Sénat et co-auteur des fondements du virage ambulatoire, donc dans un contexte de baisse de coûts et avec les critiques aussi que suppose ce virage ambulatoire, en même temps, voilà, est-ce qu'il y a une nécessité de prendre ce tournant ou pas? Est-ce qu'on ne risque pas de sortir de la route en tournant trop vite? Ou de tourner en rond aussi, effectivement. Toutes les métaphores géographiques sont possibles. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a eu quand même tout un débat, parce que c'est vraiment les pionniers, le virage, ils l'ont pris 50 fois, donc ils sont peut-être perdus dans les routes de montagne à force de tourner. Mais on parle des drive-through mastectomies et des drive-through deliveries, par exemple, qui sont des façons effectivement extrêmement rapides. Donc comme on va au McDonald's en voiture, voilà, on a une petite opération chirurgicale et on repart. Le risque ensuite avec Niels Kessel, donc, qui permettrait, je pense, de penser les médicaments comme des objets médiatico-politiques, donc qui ont tendance à se mondialiser d'ailleurs. Valérie Siranian, un peu après, avec la question des faux médicaments et les enjeux politiques qui lui sont afférents. Voilà, c'est vrai que la question des faux médicaments, c'est une question qui se pose, que c'est utilisé aussi, là encore, comme argument, c'est-à-dire en défense des principes. Donc ça, il faudra aussi, si je calcule bien, il me reste 1 minute, ça va. Et voilà, ces deux interventions-là poseront, je pense, la question du risque. Ensuite, la question des partenariats et des conflits d'expertise. Du coup, avec Eve Bureau-Point, qui est anthropologue à l'IRD. C'est changé. Ça a changé, ça D'accord. Bon, je présenterai cette partie-là le moment venu. D'accord, ok, très bien. Désolé. Oui, parce que du coup, ça posera peut-être de toute façon la question de la démocratie sanitaire et la question du patient contemporain, que moi je trouvais très intéressante. Et du coup, Jean-Baptiste Faure sera là ou pas? Oui. Ouais, d'accord. Voilà. J'ai eu peur. Donc voilà, en fait, un panel où on aura la question des maladies chroniques. Juste, j'ouvre un peu les choses sur la présentation de François Heisinger, avec une citation que j'ai trouvée dans Corse ce matin. Un instituteur qui a 500 cancers dans sa famille a moins de risque d'être confronté à une mortalité précoce qu'un ouvrier dans la précarité qui n'a pas de cancer dans sa famille. Voilà, c'était une façon, je trouvais, intéressante de relativiser paradoxalement toute la question du cancer aujourd'hui en considérant qu'en fait il y a aussi des causes sociales, des déterminations économiques qui font qu'en fait les taux de mortalité sont variables selon les segments de population et que là encore ça serait peut-être intéressant d'intégrer ça à la réflexion. Alors peut-être ça paraît très lointain, mais en fait on ne peut pas penser à un médicament si on ne pense pas à la pathologie et on peut difficilement penser la pathologie si on n'en pense pas l'ensemble des causes quoi, et la façon dont ça s'insère. Voilà. Dans l'ensemble de la santé humaine. Et les deux dernières présentations, avant le grand témoin, donc de Zoé Dubu à l'université d'Aix-Marseille, donc qui a fait une thèse intitulée « Médicaments au poison, médecine, médecins et psychotropes de la fin du 19e siècle à nos jours ». Donc ce que je trouve intéressant, c'est que là, on a une perspective vraiment sur le temps long, qui manque beaucoup et qui a le mérite de ne pas dissocier le médecin et le poison, quoi. Ce qui revient en fait à cette étymologie grecque du pharmacon où on utilise le même terme grec pour signifier les deux réalités. Le terme anglais « drug » qui reste complètement ambigu est un peu vu de la même façon, quoi. Donc c'est intéressant parce qu'on considère qu'il y a certaines drugs qui sont l'objet forcément de régulations très importantes, comme l'héroïne, etc., ce qui n'a pas toujours été le cas par ailleurs. Mais du coup, je pense qu'ouvrir ces choses-là et considérer qu'en fait il y a un continuum, ça permet de voir aussi le niveau de dangerosité de certaines molécules auxquelles on est habitué, quoi. Et dernière présentation des 4 panels, celle de Michel Thomas, donc, qui est professeur de médecine interne à la faculté de Bobigny et membre de Princeps depuis plusieurs années. Donc, je pense que vu le public, c'est pas la peine de présenter Princeps, mais ce que moi je trouvais intéressant, c'était cette idée de la liste des 150 médicaments qui suffiraient à traiter une grande majorité de maladies. À une heure où on a, enfin peut-être les chiffres datent d'il y a 1 ou 2 ans maintenant, mais 2800 substances actives et 13 000 présentations en 2013. Donc le rapport entre 2800 et 150 est quand même assez étonnant. Et voilà,
Or, c'est vrai qu'à l'échelle de la Suède, par exemple, c'est un modèle qui a fonctionné, hein, parce qu'il y a quand même cette représentation de l'idée que ça serait complètement utopique de faire ça. Là encore, il faudrait voir comment se présentent d'une manière scientifique et médicale des arguments qui en réalité sont économiques. Et je pense que ce travail de traduction en chaîne, justement, d'arguments d'un registre à l'autre, est quelque chose qui est indispensable à faire. Et c'est un décryptage vraiment compliqué dans un monde où tout ça, tous ces registres-là ont l'air complètement interconnectés, quoi. Voilà, avant de terminer par la question de la visite médicale alternative, notamment dans l'Aube, je crois, je me souviens bien, voilà, et de discuter effectivement de façon de retourner les arguments peut-être d'une autre manière. Évidemment, les 15 000 visiteurs médicaux ne peuvent pas du jour au lendemain devenir des délégués à l'information médicale fonctionnaires de l'État. Je pense que c'est difficile d'envisager qu'un lundi matin, tout ça change d'un seul coup. Néanmoins, on peut se poser la question de la façon dont on peut faire circuler, et dont circule peut-être déjà l'information médicale, avec des formes de pôles de contre-expertise, où les différents acteurs de la chaîne, les patients, les gens qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique, les médecins, les économistes de la santé, pourraient discuter ensemble de manière structurelle et pas simplement ponctuelle, quoi. Voilà. Merci beaucoup.